Comment les comprendre? La victoire du président Biya avec 53,66%, la percée de Issa Tiroma Bakari 35,19% et les autres candidats à cette élection présidentielle-là. Quelle analyse vous paraît pertinente relativement à ces chiffres? Alors, mais disons que ce sont des chiffres qui nous parlent. Ce sont des chiffres qui sont le reflet d'un ressentiment presque généralisé et qui traduisent naturellement ce que pensent les gens. Ce sont des chiffres qui sont aux antipodes de nos attentes du point de vue de la participation des Camerounais à cette élection présidentielle, notamment ceux des Camerounais qui prônent le changement. Parce que je suis quand même abasourdi par tout ce que j'ai entendu depuis près de 4 ans. Le peuple du changement. Le peuple du changement, c'est une affaire de 4 millions de Camerounais sur un peu plus de 35 millions que nous sommes. C'est nul, ça. 4 millions. Et on finit par découvrir, à la surprise générale, que ce sont moins de 2 500 000 personnes qui ont élu le président qui va nous diriger pendant 7 ans. Or, si vous faites seulement une petite étude pour voir le nombre de personnes qui parlent du changement, vous allez vous rendre compte que nous sommes à près de 20 millions qui parlons de changement. Alors donc, pour certains, on doit rester couché dans nos chambres et le changement vient par lui-même. Il n'y a qu'à voir les rues ces jours-ci. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes tous et chacun acteurs du changement si nous voulons le changement. Nous ne pouvons pas vouloir le changement et nous sommes couchés à la maison. Et cette élection vient de nous démontrer que les gens sont là pour bavarder. C'est-à-dire, ils font le théâtre. Maintenant, parlant des chiffres, justement, un peu plus de 2 millions de personnes qui ont donc voté pour M. Biya sont donc ce que les autres appelaient sur certains plateaux l'échantillon. C'est-à-dire, c'est l'échantillon des Camerounais qui ont dit ce qu'ils pensent du président Biya. Et moi, je ne voudrais pas qu'on jette d'un revers de la main ceux qui parlent ici de ces lieutenants. Oui. Parce qu'il y a des zones où on ne vote pas pour le président Biya, on vote pour le lieutenant. Oui. On ne vote pas pour le président Biya. C'est vrai. On vote pour le lieutenant parce que le lieutenant a dit à gauche. Le lieutenant dit à gauche, on va à gauche. C'est comme cela. D'ailleurs, je ne voudrais pas prendre une image. Parce que nous connaissons des partis politiques ici où la consigne de vote était attendue comme comment dire, comme la venue du Messie. Il dit la consigne de vote. Et les gens ont justement usé d'une stratégie, je ne vais pas dire maligne, pour faire passer la consigne de vote d'une certaine manière. Oui. Parce que la consigne de vote est passée, mais elle n'a pas été publique. Mais elle est passée. Elle est passée. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle est passée avec un sérieux qu'on ne pouvait pas imaginer. Oui. On est passé par les communautés, les réunions. Les tontines. Les tontines autres. Là, j'ai dit la consigne de vote était plus que claire. Comme pour dire qu'en réalité, c'est d'abord le ressentiment des Camerounais, mais ensuite c'est que les Camerounais en ont ras-le-bol. Et c'est pour cette raison que, c'est-à-dire le renouvellement de l'élite politique de notre pays, notamment ceux qui tiennent la gestion des lignes de crédit. Ce renouvellement est impératif. Non, c'est même impératif. Il est inévitable. Et d'ailleurs, le chef de l'État doit savoir que, enfin, il le sait mieux que nous tous. C'est vrai que nous l'avons dit en 2018, mais nous allons le redire avec un peu plus d'assurance. Ça dit que nous sommes presque convaincus que ça, c'est un mandat de transition. Nous sommes vraiment à 90% convaincus. Et nous ne sommes donc plus dans un mandat où le chef de l'État va s'attendre à ce qu'il contente certaines personnes qui l'accompagneront dans 7 ans ou 8 ans. Non. Il est question pour le président de la République, pendant ce mandat, de réparer la plupart de ses erreurs. Et pour réparer ces erreurs, Jean-Jacques, il faut que pour une fois, que le chef de l'État pense plus au peuple qu'à ses lieutenants. Oui. Qu'il pense plus au peuple qu'à ses lieutenants et qu'il donne la possibilité
à ceux qui peuvent, justement, lui apporter le résultat d'être nommés. C'est-à-dire qu'ils prennent des décrets objectifs qui ne seront pas forcément le reflet de ce que les gens attendent. Parce que nous savons que très souvent, le chef de l'État, quand il prend les décrets, non seulement c'est pour contenter les gens, mais c'est également pour donner des strapontins aux personnes qui vont le soutenir le moment venu, notamment par les élections. Or, nous n'avons plus besoin de ce genre de pays. Et le chef de l'État est mieux placé. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe depuis la proclamation de ces résultats. On a le sentiment que les Camerounais ne se reconnaissent pas là-dedans. Pourtant, tout le monde a dit, nous attendons le Conseil constitutionnel. Moi, je pense que pour le fair play politique, il fallait justement que ceux qui ont souvent dit qu'il faut qu'on attende le Conseil constitutionnel, il fallait simplement qu'ils respectent la proclamation du Conseil constitutionnel, parce que ça a toujours été cela. Donc pour le reste, j'ai observé quand même que les chiffres sont en deçà des attentes. Le président Cabral, qui avait un peu plus de 6% en 2018, 6,28. se retrouve à 3, et poussière. Mais cela s'explique. Parce qu'il faut savoir que si le taux de participation baisse, forcément les pourcentages vont drastiquement baisser. Ce qui me plaît en sa posture, c'est que on comprend bien qu'il est resté constant sur le rang, sur le classement. Oui. Ce qui suppose quand même qu'un travail a été fait. Parce que vous savez, on dit qu'il est facile d'atteindre des sommets, mais il est difficile de se maintenir. Ouais. Alors, si vous atteignez les sommets et que vous maintenez, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait et qui a été fait. Encore que, en termes de contestation de ci et de ça, vous savez qu'il y a eu tout ce qu'on appelait le choc des PV et autres. Sauf que le PCRN, je crois, a voulu jouer le jeu du parti républicain. Parce qu'un parti républicain qui dit « nous attendons la proclamation des résultats », ce même parti ne peut pas commencer à batailler, à vouloir faire ci et ça. D'ailleurs, pour ceux qui se sont laissés aller dans cela, on voit à quoi ressemble notre pays depuis 2-3 jours. Parce que les gens disent « nous n'acceptons pas le résultat du Conseil constitutionnel ». Pourtant, ces mêmes personnes, hier, demandaient aux autres d'accepter. Vous voyez, c'est pas propre. Hein. C'est pas propre aux yeux du monde, aux yeux de ceux que vous regardez. Vous ne pouvez pas venir dire à 8 heures que Jean-Jacques Zé a une veste bleue, alors que Jean-Jacques Zé n'a pas changé de position ni de siège. Et à 12 heures, venez dire que non, il n'est pas bleu, il est noir. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné être cohérent. Et c'est en cela que ce matin, j'écoutais avec beaucoup de plaisir le président Traoré du Burkina, qui essayait de définir ce que c'est que les hommes politiques qu'il a trouvés dans son pays. Il a dit que c'est des personnes qui savent parler, qui mentent, tout le monde sait qu'ils mentent, qui viennent vous dire le contraire de ce que vous voyez, et après, on est obligé de faire avec eux. Et il dit, quand moi je suis arrivé dans cette affaire, j'ai dit, je ne fais pas avec ceux qui savent parler, et qui mentent. Je fais avec ceux qui sont opérationnels et pragmatiques. Qui savent agir et qui font le résultat. Ouais. Ouais. Donc c'est toute la différence. Roland indiquant que ces résultats envoient des signaux forts au président de la République. Je crois que comparaison n'est pas raison. Au groupe Saint-Christophe, c'est vous le représentant de M. Joël Komo dans votre village. C'est-à-dire que si vous brandissez le fait que non, c'est quelqu'un d'affable, de quelqu'un de ci ou de ça, et que dans vos actes au quotidien, ça ne se traduit pas, il y a un problème. Parce que ils sont les premiers à dire le champion, le bâtisseur et autres, mais allons voir les scores dans leurs localités respectives. C'est-à-dire que on aimerait donc avoir des gens qui ne sont pas seulement au niveau des discours. Puis on dit que le ministre est un serviteur. Pourquoi le serviteur reste enfermé dans sa tour d'ivoire? Pourquoi le serviteur ne part pas au contact de ces populations? Ne pas au contact des populations que pour venir quérir l'électorat? Non, Jean-Jacques. Si vous dites que vous êtes la créature, comme quelqu'un l'a dit, du président de la République, qui est votre champion, vous devez poser des actes au quotidien qui démontrent que non, vraiment, c'est lui qui parle à travers vous. Donc, et là, on condamne fermement les cas enregistrés dans pas mal de villes, Jean-Jacques. Mais vous remarquez dans ces cas que les Camerounais sont allés porter le pain, sont allés porter le poisson. On condamne ça fermement, Jean-Jacques, mais c'est un signal fort. C'est la preuve de ce que les rapports qui remontent tout le temps au président depuis toutes ces années sont de faux rapports.
Et aujourd'hui, la réalité a monté une autre chose. Donc, peut-être nous ne sommes pas encore aux solutions. Peut-être avant la fin de l'émission, on arrivera à la solution. Maintenant, les Camerounais, comme vous avez écouté ça et là, veulent quand même voir un ragissement de la classe politique ou alors de l'élite gouvernante. Parce que j'étais avec un photographe qui indiquait que depuis beaucoup d'années, il n'arrive pas à faire recette. Il est accrédité tout le temps à la présidence de la République. Mais il n'arrive pas à faire recette parce qu'il filme les mêmes gens tous les jours. Qui n'arrivent même plus à récupérer leurs photos. Parce que Jean-Jacques, si j'ai des photos avec vous depuis 10 ans, est-ce qu'il y a une nouvelle photo qui va encore m'éblouir? Mais si c'est lui, David Lopez, qui est président, ce que je lui souhaite d'ailleurs plus tard, puisqu'il y a un nouveau président, je vais tout faire pour montrer que je suis proche du président de la République, et même si vous me vendez la photo là à 100 000 francs, je vais la payer. Mais puisque je me filme avec vous depuis toutes ces années, depuis 43 ans, comment est-ce que ça va encore m'accrocher? Donc, si aujourd'hui, on renouvelle ce que nous attendons, on renouvelle l'élite gouvernante, peut-être au niveau des ministères, on a des ministres qui ont déjà fait 24, 30 ans et autres. On voit aussi, lui, David Lobéa, l'étoffe nécessaire pour être ministre. Jean-Jacques, vous-même, vous roulez votre bosse depuis dans le domaine de la communication et même dans d'autres secteurs d'activité. Si on vous nomme aujourd'hui pour avoir accroché les téléspectateurs dans pas mal de télé, on vous nomme dans un poste ministériel, beaucoup de Camerounais vont se reconnaître à travers vous. Parce qu'on l'a souvent vu, malgré votre statut de méga star, vous marchez avec le Camerounais lambda. Vous riez avec le Camerounais lambda. Les Camerounais ont besoin de ça. Les Camerounais n'ont plus besoin de... J'ai remarqué un peu, vous n'étiez peut-être pas hier au palais des congrès, mais le balai incessant des V8 Jean-Jacques, les voitures seules qui se garaient au parking, avec tout le protocole que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que sont assez frustrants. Les Camerounais ont traduit leur mal-être à travers ce vote. Et c'est un signal fort qui doit parler au président de la République, qui doit prendre des solutions concrètes pour que les Camerounais sortent un peu de leur mal-être. Et je crois que ça va réduire les tensions. D'accord. C'est donc le résultat d'un certain mal-être qui aurait amené les Camerounais à présenter les chiffres qu'on a vus hier. Jean-Jacques Meya, quelle lecture sur ces chiffres-là? 53% pour le candidat du RDPC, au pouvoir depuis 43 ans. Petite victoire, échec pratiquement. Le temps de prendre M. Moubitan d'abord au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue ce matin, M. Moubitan. Bonjour, plateau. Nous vous écoutons. Oui. Jean-Jacques. Oui. C'est pas les Camerounais. Pourquoi les Camerounais aiment être hypocrites en leur analyse? Parce que le souci, c'est quoi? On dit, on a voté, on a fait un vote sanction contre les collaborateurs du président. Oui. Je dis à Jean-Jacques. Le président et ses collaborateurs ou bien non, les collaborateurs du président. D'accord. Dites-moi, ce sont des collaborateurs du président qui se présentent à l'élection. Non. Voilà. Bon, Jean-Jacques, pourquoi on a un problème? Le président ne gère pas bien le pays. Il faut qu'on le dise. Mais est-ce qu'on peut détacher? C'est parce que c'est pas lui qu'on n'a pas voulu le voter. Mais disons pas, ne faisons pas les pilotes disant que ce sont les collaborateurs qui dérangent. Est-ce que c'est dénué? On n'a pas dit que lui ne dérange pas, mais est-ce qu'on peut rejeter totalement le fait que certains de ses collaborateurs soient totalement vomis? Seulement le fait de les voir énerve certaines populations. Il y a des têtes qui ne passent plus. Mais lorsqu'on voit ces gens sur le terrain, on a envie d'envoyer également un message à leur chef. Jean-Jacques. Oui. Issa Tirom a été vomi par les Camerounais, non? C'est lui qu'on pointe à triomphe là maintenant. Bon, là encore, c'est l'objet d'analyse aussi. Hein. C'est l'objet d'analyse. Si. L'interdit aussi attire. Hein. Pardon? L'interdit attire. Et Tiroma a été cet interdit. Maintenant, il faut savoir si c'est Tiroma qu'on est en train de porter en triomphe. L'interdit attire. Quand vous avez l'enfant, ne touchez pas la lampe, il touche à la lampe. Allez-y, M. Moubita, allez-y. Jean-Jacques, de toutes les façons, que ce soit Tiroma qu'on choisit, que ce soit le président de la République qu'on est en train de choisir ou ses collaborateurs qu'on sanctionne, l'élection présidentielle c'est monsieur le président de la République qui s'est présenté et les Camerounais ne l'ont pas voté massivement. C'est clair. Le reste d'analyse, chacun est libre de faire ses analyses. Moi, je reste sur les faits. D'accord. Moi, si je n'ai pas voté le président, par contre, pour moi-même, je prends un exemple sur moi. Si je ne l'ai pas voté, c'est parce que je ne suis pas satisfait de son bilan.
à lui le président. Ses collaborateurs ont des comptes à lui rendre à lui parce que c'est lui qui les a nommés. Moi, il a les comptes à me rendre parce que moi, je l'ai voté. Et je suis citoyen, vous voyez. D'accord. C'est pas à moi de demander les comptes collaborateurs du chef de l'État. Les collaborateurs du chef de l'État à qui je pourrais demander les comptes, c'est les députés que j'ai votés et les maires, ainsi que les conseillers municipaux. Vous voyez. Donc chacun reste à sa place. Ce discours finit finalement par s'imposer, hein, c'est-à-dire que les ministres se sont dédouanés depuis que Issa Tiroma est candidat à une élection présidentielle. Ah oui. Ils n'ont plus de compte à nous rendre. Ouais. Mais lui-même a dit quoi? Lui-même a dit quoi? Il suivait la ligne éditée par le chef, non? Et quand c'est même la raison pour laquelle il n'est plus en odeur de sainteté, parce que depuis il ne le voit pas pour recevoir les nouvelles instructions. Parce qu'il a d'abord exécuté les anciennes. Il a d'abord exécuté les anciennes, il voulait de nouvelles instructions. Alors, donnons les mains. Gano Djoumissi, bravo. Tel ministre, bravo. Vous n'avez pas de compte à nous rendre. Vous n'avez pas de compte à nous rendre. C'est ça. C'est Cabral qui doit nous rendre les comptes. Parce qu'il a été élu. Oui, bien sûr. D'accord. C'est votre analyse, on respecte ça. Pardon? C'est votre analyse, on respecte ça. Les ministres n'ont plus de comptes à nous rendre. Vous voulez qu'ils vous rendent compte? Ils vous rendent d'abord compte souvent. Quelle est la musique qui vous a déjà rendu compte? Mais ils viennent quérir notre électorat au village. Mais c'est Paul Biaté dans votre village. Ils viennent vous flatter. Tout flatteur vient au dépend de celui qui l'écoute. Paul Biaté dans votre village. Mais quelqu'un m'a demandé sur un plateau télé que voilà. Si Paul Biaté demande est-ce que tu m'as vu là-bas? Est-ce que je suis venu tu vas répondre que quoi? Voilà. Est-ce que tu m'as vu là-bas en train de Est-ce qu'il était dans nos villages respectifs? Je ne suis pas sûr. Si Paul Biaté n'était pas au village, donc ça veut dire que moi aussi je suis dans mon droit de ne pas le voter parce que je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas sûr que c'est lui-même que je vote. Dans tous les cas, vous dites que le vote sanction, ce n'est pas contre les collaborateurs du président, c'est le président lui-même qui doit assumer. D'accord, M. Moubitan, merci pour cette première participation. On marche sur la capitale, Jean-Jacques Beya, sur la lecture qui se dégage des chiffres qui ont été rendus publics. Vous savez, les chiffres proclamés par le Conseil constitutionnel nous a montré une fois de plus que les Camerounais s'éveillent et les Camerounais commencent à comprendre que c'est que la politique et les canaux de la politique. Mais vous savez aussi, Jean-Jacques Zé, 53%, si je me trompe. 53,66. Oui, passer de 71% à 53,66%, on a quand même régressé de 20 points. S'il faut le dire. Ça veut dire que le chef de l'État a perdu 20% de la sympathie des Camerounais, de ceux qui ont valablement exprimé leur suffrage. Et ça montre que le chef d'État a eu une politique pendant 7 ans qui n'a pas plu aux Camerounais. Oui. Et c'est donc le moment pour lui de s'asseoir et de faire une perspective nouvelle pour comprendre donc la masse des Camerounais, pratiquement 47% de ceux qui ont voté, ne l'ont pas choisi. Il doit comprendre donc que sa politique était mauvaise et les outils utilisés pour sa politique ou bien pour son système en place n'étaient pas les bons outils. Et c'est le moment pour lui de comprendre et de se réinventer. Vous savez, Jean-Jacques Zé, il est un peu dommage que le chef d'État ait encore gagné. Parce que j'aurais souhaité, moi, c'est mon opinion, que un autre candidat parmi les 12 soit chef d'État à l'heure où nous parlons pour pouvoir donner à ce chef d'État ma vision des choses, parce que le chef d'État depuis 43 ans a sa vision et du coup je crois qu'il a dit qu'il va continuer dans sa vision. Donc à ce moment on se retrouve dans un statu quo d'orientation et dans un statu quo de la vision politique du chef d'État, parce qu'il dit qu'il va continuer la mise en œuvre ou bien l'accélération de ce qu'il a déjà fait. Donc forcément, on va aller vers l'achèvement du port en eau profonde, on va aller vers l'achèvement des barrages déjà en cours de construction, on va aller vers l'achèvement des autoroutes déjà entamées, même comme 70% de l'autoroute n'est pas encore fait, et peut-être sous ces 7 ans, ça sera effectué. Donc du coup, je crois quand même que les Camerounais, comme moi, se sont donnés à cœur joie à aller soutenir le candidat qu'ils pensaient le meilleur pour remplacer le chef d'État. Et ils ont eu les résultats qu'ils ont voulu. Ça, il faut le dire ici, parce que c'est la volonté du peuple camerounais. Et une surprise, le taux d'abstention a été de 47
42% de taux d'abstention. Donc les Camerounais sont allés massivement voter par rapport à 2018. Donc ça encore prouve que si nous limitons l'abstention à sa plus faible expression, et ça, je l'ai dit ici pendant près de 2 mois, que c'est l'abstention le premier adversaire des opposants. Vous imaginez que dans ces 47%, on était allé à 20% d'abstention. Le chiffre allait être autre que celui que nous avons eu hier au Conseil constitutionnel. Et comme j'aime dire, le Conseil constitutionnel ne fait que proclamer. Et ils proclament ce qu'ils ont vu. Et les Camerounais doivent aussi comprendre que le processus électoral est comme un jeu, est comme un match de football. On peut gagner, on peut perdre. On peut supporter une équipe de tout son cœur, mais à la fin, on perd le match à la 95e minute. Et cela s'est dessiné. Quand j'explique aux Camerounais que le vote, ce n'est pas Douala et Yaoundé, simplement. Ce n'est pas parce qu'on a gagné à Douala, on a gagné à Yaoundé, qu'on est président de la République. Il faut gagner partout au Cameroun. Il faut montrer qu'on peut gagner partout et il faut le démontrer. Il faut avoir les preuves de sa victoire. Et une fois de plus, comme je dis, les Camerounais ont fait leur part. Maintenant, c'était à celui ou à ceux qui se disaient vainqueurs de prouver qu'ils ont gagné avant le Conseil constitutionnel. Maintenant, on a les chiffres. On n'est plus sûr qui va prouver, qui ne va pas prouver. Oui, les chiffres sont là. La lecture de Norbert Baudé, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et naturellement, la réaction n'a pas attendu. Vous le dites également que ce chiffre qui est en baisse par rapport aux performances antérieures montre qu'en 7 ans, entre 2018 et aujourd'hui, la politique proposée par le président Paul Biya n'a pas convaincu. Elle n'a pas convaincu les Camerounais. Et les Camerounais se plaignent, Jean Jazé. C'est pourquoi les Camerounais sont exprimés massivement contre le président Paul Biya. Pour dire au président Paul Biya que votre politique pendant ces 7 ans était une politique nauséabonde pour nous. Parce que ça n'a pas favorisé ce que vous avez promis aux Camerounais. Ça n'a pas permis aux Camerounais d'avoir davantage d'emplois. Ça n'a pas permis aux Camerounais de pouvoir avoir facilement accès au crédit. Ça n'a pas permis aux jeunes de rêver, de créer des entreprises, des PME, tout ce qui va avec. Ça n'a pas permis cela. Donc la majorité des Camerounais, ceux qui ont voté, étaient contre cette politique. Et je crois que le chef d'État actuel doit se positionner sur cette lancée. De comprendre que, monsieur le chef d'État, vous avez laissé un gouvernement pendant 7 ans. Sans changement. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils montaient, descendaient, ils narguaient les Camerounais. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de l'argent du contribuable. Et cela doit prendre fin aujourd'hui et à l'instant. Parce que les Camerounais vous ont dit clairement, ils ont dit clairement que votre politique, durant ces 7 ans passés, n'a pas été la meilleure des politiques. Mais je crois quand même que aujourd'hui, les Camerounais doivent continuer dans cette lancée de prouver une fois de plus aux chefs d'État qu'ils sont présents et ils sont attentifs à la vie politique. Parce que je dis aux Camerounais que ce n'est pas seulement le vote qui est passé. Aujourd'hui, soyons regardants même dans la gestion de nos projets. Ça, tous les citoyens ont cette capacité d'aller voir un projet, de filmer, de dire que ça va mal. Ça, vraiment, tous les citoyens ont ce travail, ont ce pouvoir-là. Donc, chers citoyens, nous n'arrêtons pas à ces chiffres. Continuons notre surveillance, même dans l'action du gouvernement. On va me dire qu'on veut se substituer aux députés. Non. Mais quand on envoie un projet dans ton village, sois le premier acteur de la finition de ce projet, sois le premier à dénoncer que ce projet se passe mal, qu'il y a des mauvaises choses qui se passent de ce côté, qu'on traite mal les employés ou qu'on n'a pas respecté le cahier des charges qui a été établi. Et là, nous aurons la bonne information et nous allons défendre cela jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, le développement du Cameroun passe par tous ses fils et tous ses citoyens. D'accord. Lui, David Aubert, sur ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? 53,66% pour le candidat Paul Biya, 46,34% contre le candidat Paul Biya. Ce score qui consacre une victoire tiède du président ou du candidat Biya trouve sa source sur 2 leviers. D'abord, l'abstention. Dans une société qui positionne l'homme au centre de ses politiques publiques, le devoir de vote ne saurait être ni facultatif ni aléatoire. Il doit être obligatoire. Parce que des hommes équilibrés, mentalement
moralement et intellectuellement, sont des baromètres évaluatifs du niveau de développement de leur communauté. Ils ne sauraient donc se substituer en objet, en sujet ou en chose qui contemplent de façon stoïque ce qui se passe dans leur environnement. Ils doivent être des hommes au sens plein du terme, c'est-à-dire des citoyens adossés sur des droits, mais également des devoirs, dont le regard participatif sur la marche en avant de la société doit être un impératif. Or, pourquoi les Camerounais ont-ils observé cette abstention? Simplement à cause du dépit et de l'exaspération face à ce qui se passe dans le landerneau politique camerounais. La politique dans notre pays est un milieu essentiellement sauvage. L'agressivité, les coqs en jambes, les coups bas, ils sont légion. La politique dans notre pays est le lieu de confluence de toutes les absurdités, de tous les paradoxes, de toutes les mutations. Un homme peut tenir un propos le lundi et l'inverser le mardi avec une froideur déconcertante. Alors au cours de la même journée. On se rend donc compte que la politique n'est plus seulement l'art de gérer les affaires de la cité, ou mieux, cette capacité à trouver des solutions fonctionnelles et opérationnelles aux difficultés de son environnement. Mais la politique est un tremplin social pour des personnes qui ont échoué dans d'autres domaines de compétences de leur vie. Parce que si on se permet de nous questionner, nous acteurs politiques, sur nos professions de base, il me semble que plusieurs viendront baragouiner ici. Parce qu'en fait, les hommes politiques ne sont pas adossés sur une formation spécifique ou antérieure qui pourrait servir de terreau à leur déploiement aisé dans le champ politique. Ils ont compris que le raccourci pour un positionnement social aisé, c'est de se jeter dans ce milieu interlope et essentiellement corrompu. Deuxièmement, il y a le refus et le rejet des politiques publiques élaborées par le président Paul Biya. Au nombre des politiques publiques élémentaires choisies par le candidat Biya figure la structuration et l'ossature de son gouvernement. Il y a un cafouillis général et inadmissible au niveau des prérogatives qui échoua à ceux qui ont vocation à servir de levier à la concrétisation de la vision du président de la République. Commençons par la présidence. Parce qu'il faudrait rappeler aux uns et aux autres que le secrétaire général de la présidence de la République n'est qu'un haut fonctionnaire au service des instructions du président chargé de la gestion administrative de cette institution. Sous le prisme de la logique élémentaire, un SGPR ne doit pas être connu. Tout comme un DCC. Il est même acceptable que les Camerounais connaissent qui est le SGPR. Mais le DCC ne doit pas être connu. Qui est chargé des affaires réservées. Il est chargé strictement des affaires réservées du président de la République. C'est-à-dire que quand le président de la République va arriver en Doumintang, c'est lui qui court. Il court pour aller voir qu'il va dormir dans quel hôtel. Voilà. Il va acheter quel carburant c'est ça que lui gère. Oui. Mais dans ce pays, le DCC a désormais une envergure, une ampleur, un impact. Puis il est ministre. Au point où il représente même le chef de l'État à des cérémonies officielles. Il est ministre, directeur de cabinet. Il est ministre. Cela ne signifie rien. Non, il est ministre. C'est déjà là. C'est déjà là le problème. C'est qu'il est ministre. C'est ça que nous parlions de la structuration ou de l'ossature. C'est là où nous sommes. Toutes les décisions majeures qui engagent le fonctionnement du gouvernement sont désormais sous la coupole du SGPR. On a désossé. Il a eu délégation de pouvoir. On a vidé le Premier ministre de sa grandeur et de sa hauteur. On en a fait un compatriote voué désormais à inaugurer les chrysanthèmes. Essentiellement.
Et c'est pour ça que lors de certaines grandes cérémonies majeures, vous êtes abattardi lorsqu'on vous dit que c'est le DCC ou le SGPR qui représente le président de la République, alors qu'il y a un premier ministre chef du gouvernement. C'est face à cette complexité que le peuple camerounais a exprimé son indignation et son refus. Le peuple camerounais a également refusé qu'il y ait un surcroît de travail accordé à certains ministres, donnant l'impression qu'ils étaient exceptionnels en termes d'intelligence, en termes d'efficacité, en termes d'efficience. Il y a eu 2 ministres démissionnaires. L'acte républicain le plus élémentaire qu'aurait posé le président de la République, c'était de procéder à un réaménagement gouvernemental afin de nommer d'autres compatriotes qui auront vocation à l'accompagner dans la concrétisation de sa magistrature. Mais malheureusement, nous dit-on au nom des usages administratifs, on a pensé que ceux qui étaient déjà là pouvaient davantage endosser ses responsabilités. Et ça reste une mauvaise interprétation de ces usages administratifs. Généralement, ça agit lorsqu'il y a le temps du congé ordinaire. Et si un ministre va en congé, il y a quelqu'un d'autre qui peut assurer l'intérim pendant cette période-là. Mais c'est des démissionnaires. Ils sont partis. Vous avez donc un ministre qui est ministre de la jeunesse, de l'éducation civique, de l'emploi, de la formation professionnelle. Vous avez le ministre de l'Agriculture et du Tourisme. Mais Jean-Charles Francis Bonga, c'est d'amoncellement de dossiers sur sa table. Et même de privilèges aussi. Hein. Lorsqu'on sait qu'ils ne sont pas particulièrement dynamiques et enthousiastes lorsqu'il faut travailler, cela impacte évidemment la vie des Camerounais. Donc le peuple a dit non aux jouisseurs invétérés et aux noceurs impénitents. Et le peuple a dit clairement au président Paul Biya que ce magistère ne sera pas pour vous un magistère de tout repos. Il doit être un magistère de labeur. D'accord. De nouvelles réformes. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est pas une opposition particulièrement forte qui a bousculé le chef de l'État, mais c'est l'ensemble d'États dans la gouvernance du président Biya qui le bouscule aujourd'hui? Vous faites une traduction exacte de ma pensée. Parce que lorsque le peuple se converge vers Issa Tiroma Bakary, qui n'a pas eu le temps matériel de se construire une posture d'homme politique, puis de leader de l'opposition, cela est expressif. Leader de l'opposition. Il n'a pas eu le temps de se constituer. Il n'a pas eu le temps. Mais attends, il a eu 32%. C'est ça qui fait le leader de l'opposition. Attendez. Non, on va arriver sur le décryptage de ces 35%. Je n'ai pas dit qu'il est leader de l'opposition. On va arriver. À moins de 2 mois, oui, le peuple par pis-aller a décidé de choisir celui qui lui semblait à même de porter passablement ses espoirs. Il faut donc que le président en tienne compte. Mais je vais chuter en parlant du président Paul Biya, parce que j'ai l'impression qu'on parle de lui, on ne sait pas de qui il s'agit. Le président Paul Biya est l'homme politique le plus emblématique de l'endroit politique camerounais. Et nous ne sommes pas excessifs lorsque nous convergeons vers lui nos cris, nos pleurs et nos sollicitations. Parce que nous pensons que son pédigré politico-administratif lui confère l'autorité de pouvoir trouver des solutions digestes à nos revendications. Le président Paul Biya, c'est celui qui a été en 1962 chargé de mission. À 29 ans. Chargé de mission à la présidence de la République. C'est-à-dire que lui n'a pas été directeur général ou cadre. Il commence sa vie politico-administrative par le sommet, directement à la présidence de la République. En 68, de 68 à 75, durant 7 ans, il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. De 75 à 82, durant 7 ans, il est premier ministre, chef du gouvernement. Il a donc une connaissance exacte et pointue de la sociologie et de l'anthropologie politique de notre pays. Il connaît exactement comment se comportent les grands groupes communautaires et ethniques. Il sait ce qu'il faut pour doper ou susciter l'envol de notre pays. Le président Paul Biya a côtoyé Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui le jeune Macron. Paul Biya n'est pas un jeune premier dans les complexités qui régissent le fonctionnement des États dans ce monde. Mieux que quiconque, il sait comment il peut user de subtilité pour trouver des formules
au mal-être de ses compatriotes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette élection vient donc rappeler au président de la République que la posture d'homme invisible pour le président Paul Biya, 43 ans au pouvoir, qui va entamer son 8e mandat. Sans discontinuer, il faut le faut-il célébrer ce résultat-là? La question vous est posée. J'ai vu Paul-Stéphane Moudunga qui essaie de nous joindre. Il peut revenir maintenant au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28. Son passage hier à la télévision, je vois beaucoup d'extraits. Ils ont beaucoup retenu l'aspect. Sortant de sa rivière de Comte 2. Voilà, là où ils considèrent que c'est un échec, les 53% du président Biya. Pour Paul-Stéphane Moudouka, qui est politologue, c'est carrément un échec. Après autant d'années, après toutes ces mobilisations, G20 plus beaucoup. Les chansons, la gloire du président Majida. Les Serbies avec les autres. Enfin, c'est des positions, alimentaires. Voilà, les positions de Sam Severé Ango, qu'on les appelle encore. Ils étaient nombreux. Mais Jean-Jean, vous ne connaissez pas la bonne. La bonne, c'est que hier, ceux qui se revendiquent du G20 agressaient systématiquement hier les journalistes parce qu'ils voulaient l'interview. Il y a même un qui allait jusqu'à dire à une consoeur que vous êtes une chaîne tribaliste. Vous avez donné la parole à Momo, agent de Dieu. En 2010, on l'a nommé. Non, ça va être nommé. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de sincérité dans ces soutiens. Les gens occupent des positions alimentaires parce qu'ils savent qu'ils ne jubilent pas parce qu'ils croient à la politique de leur candidat. C'est parce qu'il y a des postes de récompense, Jean-Jacques. Maintenant, l'autre leçon que nous devons tirer de cette élection, c'est qu'il ne faut jamais minimiser un être humain. Parce que il y a eu beaucoup de condescendance vis-à-vis des autres candidats. Ça peut être Tiroma qui a donné du fil à retordre, comme ça peut être un autre candidat qu'on présenterait comme un ovni. Parce que beaucoup disaient que non, il était avec nous et tout ça là, vraiment, il est moins dangereux, autre. Mais comme on dit souvent chez les oncles Bassa, on attendait les cornes de la poule au niveau de la tête, c'est sorti au niveau des pieds. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, ceux qui auront la chance d'être encore les collaborateurs du chef d'État pour ce septennat, qu'ils soient moins condescendants. D'accord. C'est clair là-dessus. On va aller du côté de la Guyane française. Notre auditeur permanent, Anissé, est au bout du fil. Allô, bonjour. Il est 8h là-bas. 7h45. Bienvenue. Bonjour et bien, et merci beaucoup de me prendre. Et alors, bonjour à tout le panel. Merci, bonjour. Il y a de nombreux Camerounais qui ont demandé à avoir votre contact, parmi lesquels le professeur Messanga Nyamding. Je me suis demandé ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai dit que c'est un frère, c'est un Camerounais. Il nous donnera peut-être son accord pour qu'on communique vos coordonnées au professeur Messanga Nyamding. Bienvenue, nous parlons de Jean-Jacques, c'est une grâce qu'un aîné comme le professeur Messanga Nyamding sollicite mon numéro. Vraiment, je suis honoré. Donc, sincèrement, vous pouvez lui donner mon contact. D'accord, Jello, ok. Maintenant, nous lisons les chiffres rendus publics par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui retient votre attention? Jean-Jacques, sincèrement, les résultats que nous avons eus hier du Conseil constitutionnel sont très parlants et nécessitent qu'on s'arrête vraiment pour y réfléchir. Oui. Je suis un sympathisant du PCRN, et de ce qu'on a vu ces 7 dernières années, on sait combien le PCRN a travaillé. Oui. On sait combien le MRC a travaillé. Oui. Et je pense sincèrement que voilà les deux partis qui ont vraiment mouillé le maillot ces 7 dernières années. Oui. Mais sincèrement, ce résultat, il faudrait qu'on s'arrête pour s'interroger dans, je vais dire, le parti pour lequel j'ai de la sympathie, c'est le PCRN. On doit se demander, vraiment, Cabral Libye a beaucoup travaillé, mais qu'est-ce qui se passe que, à moins de 3 mois de l'élection, quelqu'un sort de nulle part et parvient à damer autant le pion et que nous, on ne puisse pas avoir les 6% qu'on a eu au moins pour la dernière fois. Il faut qu'on s'interroge vraiment et profondément. Oui. Ça, c'est le premier point. C'est le point qui m'intéressait en premier. Et je souhaite vraiment que mon grand frère Béat, je l'interpelle toujours.
c'est lui que j'ai toujours en face de moi. Oui. J'essaie d'analyser froidement ce résultat. Oui. Deuxièmement, c'est le résultat du président Biya. Le résultat du président Biya, ça montre que au jour d'aujourd'hui, il sache que 53%, sincèrement, il est en minorité. Qu'on ne se trompe pas. Donc, il va gouverner ces 7 prochaines années, mais qu'il sache qu'il est en minorité. Et que j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi je suis loin en Guyane, je ne sais. J'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de triomphalisme et ce n'est pas bien. C'est ça qui heurte davantage, ça fait mal. Quand on voit des images qu'on est en train de voir, ils sont sur les podiums, ils parlent, ils fêtent, ils devaient prendre tout ça avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on sait la réalité, on connaît la réalité. Il ne nous heurte pas plus que ça. On connaît la réalité, si on les laisse, on les a seulement laissés. Ils savent qu'on les a seulement laissés. D'accord. Donc, et le troisième point, c'est que les politiques doivent vraiment s'interroger sur ce que je peux appeler le phénomène Tiroma. Le phénomène Tiroma, quelqu'un que nous tous on sait qui est Tiroma, on sait que c'est un menteur. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui donne 45%? Et sincèrement, on sait qu'il en a eu un peu plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Tiroma soit où il est aujourd'hui? Vraiment, ces résultats montrent que le pays va très, 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 très mal. Et je vais finir par là. Je discutais avec un ancien camarade avec qui j'ai fréquenté à Ibolova. Et aujourd'hui, il est président, vice-président d'une section, Vincent Melima. Et vraiment, ils sont très autant. Je discutais avec lui et il me dit, non, Anissa, il faut choisir entre la vérité des unes et la paix. Ce n'est pas ça qu'il faut. Voilà le discours. Qu'il faut choisir entre la vérité des unes et la paix. Est-ce que c'est ça le... Non. On ne peut pas avoir de paix sans justice. Qu'il soit moins autant pour qu'on puisse au moins les laisser avec. Parce que si vous êtes très orgueilleux, ça ne peut pas avancer. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup Anissé depuis la Guyane française et on te salue, merci de participer au programme. On a lu les étages évoqués par Anissé, le score du PCRN, qu'est-ce qui s'est passé malgré tout le travail qui a été abattu par Cabral Libye pendant 7 ans et que au final la pirogue échoue à ce niveau-là. Le phénomène Tiroma, le score du président Biya, qu'il considère en tout cas que c'est une minorité, donc c'est une petite victoire qui ressemble même à un échec. Au 6 91 94 32 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28. On marche sur la capitale. Jean-Jacques Béa, Francis Bonga, interpellé à la fois. Comment lire le résultat de Cabral Libye qui a connu une chute des partis de 6% à 3% à cette élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Jacques Zé, je prends la parole avant l'année, il va peut-être prendre la parole après. Vous savez, être troisième à une élection présidentielle au Cameroun n'est pas donné à tout le monde. Se battre pendant 7 ans. Vous retenez troisième, vous ne retenez pas le pourcentage? Parcourir tout le Cameroun et installer ces comités de base dans tout le Cameroun profond n'est pas chose aisée, Jean-Jacques Zé. Vous savez, l'honorable Cabral Libye, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, en appelé PCRN, a toujours placé au devant l'humain, a toujours travaillé à ce que la situation de l'humain soit la meilleure possible, bien que n'étant pas aux affaires. L'honorable Cabral Libye est celui qui a défendu l'expropriation de la forêt dans le Nkam. Lui étant Dion Ekele. Lui étant Dion Ekele, ou bien étant député. Ouais. N'étant pas président de l'Assemblée nationale, n'étant pas ministre des forêts, n'étant pas ministre du cadastre, a défendu ce dossier bec et ongle. C'est M. Cabral Libye qui allait défendre la population de Dikolo.
Oui. Quand on voulait les enlever de là-bas. Il a défendu à Newton Aéroport. Il était physiquement présent. Je ne parle pas lorsqu'il y a eu des inondations dans le Ghana. Je ne parle pas lorsque l'école des mines n'avait pas de siège. Il est allé. Je ne parle pas de ses revendications pour la route Gaoundéré-Garoua. Glencore. À plusieurs reprises, Glencore, à plusieurs reprises, le stade, tout ce qui va avec. Je ne parle pas de ça. L'énergie, la fonction publique, la Je gestion ne parle pas de ça. Il des s'est fonctionnaires. battu bec et or. Et si aujourd'hui, l'honorable Kabwa Lébi, à 3,41%, c'est le chiffre que vous voulez que je note actuellement. Cela est de la volonté des Camerounais. Et ça, il a accepté que les Camerounais ont décidé que je sois troisième avec 3,41%. Qui suis-je pour le refuser? Parce que c'est la volonté du peuple. Un homme qui place le peuple au devant de tout ce qu'il entreprend est un homme d'État. Ça, je peux le dire ici, sur ce plateau, sans embâche, Jean-Jacques Zé. Et dans sa posture d'homme d'État, l'honorable Kabwa Lébi s'est battu bec et ongle en montrant aux populations camerounaises où était la voie. Mais cette mobilisation que nous avons eue aujourd'hui, elle est le fruit, elle est la conséquence du travail de l'honorable Kabwa Lébi, qui a interpellé les Camerounais pendant 7 ans en disant aux Camerounais: allez voter et surveillez votre vote. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui vous demandent de ne pas voter et vous demandent de l'abstention. Qui aujourd'hui se revendiquent d'un travail qu'ils n'ont pas eu à faire. Mais ça, c'est la politique. Vous allez me le dire. Et qu'en politique, parfois les menteurs sont ceux qu'on écoute plus. Ceux qui changent les vestes à midi et reviennent à 15 et vous disent que non, c'était noir et jaune. Non, il faut plutôt la Gandora. Vous savez, non, bon, pour la Gandora encore c'est grave parce qu'il en a de plusieurs couleurs. Maintenant, Jean-Jacques Zé, vous savez, le peuple camerounais, et je l'ai dit ici, sans les insulter, le peuple camerounais est un peuple qui ne s'informe pas, est un peuple qui ne veut pas s'informer, est un peuple qui a choisi ses bourreaux comme exemple. Ah, c'est un peuple qui souffre du syndrome de Stockholm. Et on le voit encore une fois de plus. Qu'au Cameroun, on aime ceux qui ont passé le temps à nous piétiner. Et dans nos villages, c'est là un exemple. Au village, M. Francis Bonga a beau aller au village, donner ce qu'il donne tous les jours, faire ce qu'il veut. On va dire que Kabonga, c'est qui dit donc. Il vient nous montrer qu'il a les belles vestes. Qu'il a les vestes, il est arrivé. Celui qui, lui, les exproprie les terrains tous les jours. Quand il faut dire qui est la bonne personne, on va dire que non, lui, c'est un grand homme, c'est un grand type. Il est haut placé. Et qui on appelle en secours? C'est Francis Bonga. Qu'on appelle en secours pour venir défendre ceux qui l'insultent. C'est lui qui appelle en secours. Et vous voyez donc que le peuple camerounais a un problème. Ça veut dire quoi, Jean-Jacques? Et ceux qui n'ont pas voté cette fois-ci, c'est les gens qui comprennent la politique. Et j'ai dit ici, et on continue à dire, si vous laissez la politique aux médiocres, vous aurez des chefs d'État médiocres et vous allez en souffrir pendant au moins 40 ans encore. Parce que vous ne pouvez pas me dire que au Cameroun, on compte d'abord parmi les 12 candidats les hommes qui avaient des programmes politiques établis, qui ont défendu leur programme politique, qui ont essayé d'implémenter leur programme politique. Quand l'honorable Kabwa Lébi montait, prenait la tête du PCRN, allait aux élections municipales, il a dit qu'il va faire de ces communes qui va avoir un modèle. Mais on a vu les communes du PCRN se doter des engins où pendant près de 50 ans, ces communes étaient dirigées par les maires RDPC. Le PCRN est arrivé en 3 ans, il y a eu des engins. Ça veut dire que même sans être au pouvoir, l'honorable Kabwa Lébi a toujours montré aux Camerounais que voilà la voie. Maintenant, Jean-Jacques Zé, le peuple est souverain. Le peuple a choisi, le Conseil constitutionnel a proclamé le choix du peuple. Et personne ne peut critiquer le peuple sur ce choix.
mais juste que nous comprenons une fois de plus que le travail est encore à faire. Et que dans ce que nous devons faire davantage, on a appris qu'en politique, il faut d'autres moyens, il faut un autre discours, ou il faut une autre capacité, ou il faut une autre force que peut-être nous avons et avons mis en arrière pour parler aux Camerounais de frère à sœur et de père à fils. D'accord. Sur la lecture, Francis Bonga, de la performance de Libye, interrogé par notre frère Anissé du côté de la Guyane française, est-ce qu'il y a une explication? Oui, il peut y avoir une explication, mais je voudrais vous rassurer que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas en baisse. Le PCR n'est pas en baisse, n'allez pas vous fier simplement aux résultats. Le chiffre a baissé, mais du point de vue de notre observation, nous ne sommes pas en baisse. Parce que je vous ai dit que s'il faut bien évaluer, il faut aller au niveau du nombre de participants à cette élection. Et à partir de ce moment, vous comprendrez que nous ne sommes pas en baisse en tant que tel. Parce qu'on du de participants que nous avons en 2025 comparativement à celui qu'on avait en 2018, a chuté d'au moins 1,8 million votants. Alors ça fait que si vous faites le ratio rapidement, vous allez comprendre que il n'y a pas baisse en tant que tel. D'ailleurs, j'ai fait un constat à ma grande satisfaction que les zones où nous ne tuons pas implanté en 2018, pendant cette élection, nous avons été votés là-bas. Et le maillage est tel que il a été difficile pour nous d'observer que le président Cabral n'ait pas été voté quelque part. Presque dans tout l'étendue du triangle national, on trouvait quand même des personnes qui ont voté le PCRN. Et c'est ça le gros du travail qui a été fait. Et je pense que c'est un travail qui va se poursuivre avec les échéances à venir. Il y aura une poursuite d'un travail Cabral, il est déjà tourné même vers les échéances à venir. Oui, oui, bien sûr. Dans une de ses parce récentes communications, il sait que c'est terminé là pour la présidentielle. Non, c'est clair. Et il ne faut pas se disperser. Pas du tout. Il y a même j'avais dit la gestion du pouvoir proprement dit qui arrive avec les élections locales. Oui, parce que si nous restons focalisés sur je vais dire les directives administratives qui voudraient que la décentralisation soit désormais considérée comme l'un des chevals de bataille du régime du Nouveau. Je crois que l'année prochaine, avec la nouvelle impulsion qui va venir, de la nouvelle vision, nous l'espérons, de M. Biya, parce que nous osons croire que ce vote qui est considéré comme un vote sanction pourrait peut-être le réveiller, donner la possibilité à ceux qui sont autour de lui de bouger un peu, de se bouger et de donner une nouvelle façon de voir les choses. Et la décentralisation doit devenir effective. Et si la décentralisation est effective, vous comprenez bien que c'est les collectivités territoriales décentralisées qui auront le plus gros du boulot. Et à partir de ce moment, vous comprenez que c'est même l'une des plus grandes élections qui arrive. Il n'y a donc pas de quoi dormir sur ses lauriers. Il faut se mettre au travail dès maintenant et attendre sereinement ces élections. On n'aura pas besoin d'être surpris que le corps électoral pour cette autre échéance soit convoqué en janvier ou en février. Il va bien falloir que nous soyons prêts à faire face à tout obstacle. Jean-Yves Mekinda Niada, en direct de la page Facebook. Bonjour Jean-Jacques et pour votre panel, j'aimerais réagir sur les résultats des élections, surtout ceux du président Paul Biya. En fait, c'est tout à fait normal car notre président est en train de partir. Certains de ses soutiens l'ont quitté et comme vous le savez, il est clair que maintenant l'ennemi se trouve dans le parti. Monsieur Issa joue un peu le rôle comme en France lors de l'élection de Monsieur Hollande, mais si vous voyez bien, c'est même lui qu'on affiche comme le diable tant souhaité. Mais au-delà de tout cela, nous faisons la remarque que nous ne sommes pas encore
prêts pour défendre notre avenir. J'irai même plus loin. Nous avons même peur de cet avenir-là. C'est la raison pour laquelle le président doit aller jusqu'au bout en espérant que, dans un certain sens, les cris des urnes, cette fois-ci, seront définitivement compris. Jean-Yves Mekila semble redouter une opposition interne au RDPC. Est-ce qu'il n'y a pas là un RDPC qui a voté contre le président Louis-David Lobé? Le RDPC revendique environ 4 millions de membres acquis, c'est-à-dire que les responsables des bureaux de la cellule, section, comité central, bureau politique, G35, seulement les membres, en dehors des G35 et autres les GF1 qui ne sont pas formels, mais le RDPC seul vous dit que nous sommes déjà 4 millions. En 2018, il y a 3 millions finalement de Camerounais qui ont voté, c'est-à-dire que même tous les responsables du RDPC n'ont certainement pas voté. En 2025, le président n'a pas 4 millions de votants. Ça veut dire que l'opposition semble déjà se construire dans le parti. Il y a une contestation au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le dire n'a rien de mensonger. Cette contestation est plus assimilable à la construction d'une masse christique qu'à un acte de subversion. Parce qu'il faut rappeler que une nouvelle génération de Camerounais ont été encartés au sein de cette formation politique avec une perception plus moderne de la praxis politique. Alors, ces jeunes veulent défendre leur parti et leur leader à l'aune d'une vision politique alléchante, porteuse, et non d'un discours adossé sur des affabulations. Cela les a donc amenés à adopter une attitude équivoque lors de cette dernière bataille électorale. Parce qu'à la vérité, lorsqu'on leur demandait de présenter la vision de leur candidat, ils étaient obligés de se verser dans des contorsions sémantiques qui n'étaient pas de nature à rassurer aussi bien l'électorat éventuel que même eux qui étaient porteurs de ce discours. Il y a donc une nécessité de procéder à un aggiornamento au sein de cette formation politique. Absolument. Tout acte qui passerait d'abord par un toilettage du secrétariat général. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la date de péremption. Et cette date de péremption est également transposable à certains hommes. En rappelant que le secrétaire général Jean Kouété est d'une région qui n'a pas voté pour le président Biya, la région de l'Ouest. Le secrétaire général Jean Kouété n'y est pour rien. Ah bon? Ce qu'il faudrait dire ici, c'est que Jean Kouété est plus technocrate qu'acteur politique. Parce qu'à la vérité... C'est un mauvais casting? Oui, c'est un mauvais casting, il faut le dire. J'ai toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'une récompense fraternelle que le président de la République offrait à un récompense qui semble ne pas penser au parti. Oui, une récompense qui ne répond pas aux exigences éthiques et actualisées du parti. Parce que quand je parle d'exigences éthiques et actualisées du parti, c'est que, attention, Jean-Jacques, désormais, les porteurs de parole d'une formation politique doivent d'abord être hygiéniques. Ce sont des produits marketing. Du point de vue de leur plastique, du point de vue de leur faciès, l'élocution et tout le reste, ce ne sont pas des éléments à mésestimer. Or, il est de notoriété publique que le secrétaire général du comité central du RDPC n'est pas très bon orateur. Il est un orateur, mais il n'excelle pas dans cet angle. D'accord. Et pour une machine aussi lourde, aussi complexe que le RDPC, on a besoin d'essayer de revoir cette approche. Il y a un net distinguo entre la posture du ministre René Emmanuel Sadi, lorsqu'il occupait cette fonction, et celle du ministre Kouété. Et puis il y a des enjeux contemporains qui ne sauraient rester en marge de la vie du RDPC. Vous avez vu le tohu-bohu manifesté par la prise de position du candidat Taylor. Dans la norme, on les appellerait modernistes ou progressistes. Et les autres camarades
aurait simplement dû l'incorporer dans le fonctionnement normal et logique d'une formation politique. Malheureusement, il y a eu une volée de bois vert manifestée par des injures, des propos d'hostilité, de rejet, de brutalité vis-à-vis de ce compatriote qui ne faisait que tirer l'alarme sur l'urgence de revoir le mode de fonctionnement de cette formation politique. Il y a donc des agents dormants. Parce que justement, le fonctionnement du RDPC interroge. On va à une élection, il n'y a pas eu de congrès entre-temps. Voilà. Il y a eu quelques nominations. Le dernier remonte en 2016. Oui. Voilà. Il y a eu quelques nominations au niveau du comité central, des nominations qui sont querellées jusqu'à présent. Vous avez vu des acteurs de terrain comme Alachi, Manaouda qui ne sont pas entrés au comité central. Voilà. Le bureau politique est, je veux dire, réduit à quelques membres aujourd'hui. En temps normal, c'est vrai que les textes disent que le président national est le candidat normal, naturel du parti, mais une assise, comme un congrès, aurait peut-être ramené le parti à être le parti. Et en tout temps, vous avez des structures qui se sont créées. Ouais. On ne sait pas exactement quel est le rôle de SGPR Voilà, dans ce processus, dans les consultations, les tractations. Ah, oui. On l'a vu arriver à Marois, il a été boudé là-bas. On l'a vu faire une descente dans la Léquier. On ne sait plus quel est son rôle, lui qui doit rester gérer les affaires purement administratives de la présidence de la République. Il y a quand même un confusion de rôle qui peut se refléter sur les résultats. Vous le dites si bien. Je vous ai fait comprendre qu'il y a une ruée de femmes et de jeunes vers cette formation politique qui impulse une nouvelle perception de la marche des affaires de cette formation. Le devoir ou l'obligation la plus élémentaire est l'observance des textes qui régissent le fonctionnement de ce parti. Et lorsqu'ils compulsent dans ces textes, ils se rendent compte qu'il y a un gap entre les exigences textuelles et le fonctionnement. Ils considèrent donc qu'ils sont embarqués dans une espèce de truanderie politique vouée essentiellement à servir de caution politique et morale au président Paul Biya. Parce qu'à la vérité, vous autres militants du RDPC, vous n'êtes rien d'autre que des automates encartés dans un truc que vous ne comprenez pas. Parce que si on vous dit, donnez-nous 5 raisons pour lesquelles il faut voter le candidat Paul Biya, je ne suis pas sûr que vous les énoncerez avec aisance. Non pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais simplement parce qu'en fait, il n'y a pas une ossature réflexive. Il n'y a pas eu des moments d'échange, de causerie, d'éducation, visant à clarifier et à redynamiser la perception politique que cette formation a. Malheureusement, vous êtes resté dans les anachronismes, toute chose qui peut justifier l'attitude équivoque, timide ou peureuse de certains de vos camarades quant au vote de votre champion. Il faut donc dire ici que le RDPC, puisque c'est ce parti qui est aux affaires, est perçu comme redevable au peuple camerounais du point de vue de la gestion. Toute cette calamité qui gravite autour de notre pays a pour source le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je le dis sans acrimonie, simplement parce que la quasi-totalité de l'élite dirigeante est puisée dans le vivier humain du RDPC. Tous les ministres sont encartés au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tous les directeurs généraux. Pourquoi voulez-vous donc que lorsque survient le moment du questionnement ou le moment de l'évaluation, qu'on fasse fi de vous et qu'on trouve d'autres personnes comme prétexte de la désagrégation de notre pays? C'est le RDPC. Et je vais sortir là rapidement en disant que tout à l'heure nous invoquions la nécessité de sincérité et de vérité autour de nos leaders et par nos leaders. Je crois que dans sa chute tout à l'heure, Francis Bonga aurait dû attirer l'attention de ses camarades sur la nécessité de freiner cette saignée effroyable et massive qu'on observe du côté du PCRN. Parce que l'idée, c'est là, c'est mésestimer le degré de colère de ses compatriotes. Et il y a un élément qui capte mon attention, Jean-Jacques Zé. Tous ces hiérarques qui sont en train de démissionner expriment ce désaveu autour d'une suspicion
il se susurre là-bas que le candidat, ou du moins le président Cabral Libi, aurait, à travers une liaison incestueuse, perçu des faramineuses sommes d'argent qu'il aurait englouties secrètement et unilatéralement. Alors, lorsque cela est répandu au sein de l'imagerie populaire, cela jette un lourd discrédit, aussi bien au sein de la formation politique que sur les communicants d'envergure, de rayonnement de la trempe de Francis Bonga. Parce que désormais, je suis en train de le guetter, je l'épie avec un regard interrogateur. Est-il au fait de ces accusations graves portées sur son président? Cabral Libi a-t-il effectivement émargé? Est-ce qu'on va encore répondre à cette question? On a déjà eu plusieurs fois. Oui, on a déjà eu plusieurs question. fois. Mais il y a des missions en cascade là-bas. Il y a des missions en cascade. Et Cabral Libi est accusé de truanderie. D'accord. On va y arriver. Il faut le dire ici. On va y arriver. Ne couvrez pas Cabral Libi. Non, on ne le couvre pas. Ne couvrez pas. On ne couvre personne ici. Non, mais on dit les faits. Non, soyons sérieux. Ici, on dit les faits. On dit les faits, oui. Voilà. Nous accusons d'avoir pris un peu d'argent quelque part. Ah oui, en même temps. Avant que j'ai failli être la cible de quelqu'un. Ah bon? Qui me soupçonnait d'avoir pris quelque chose. Bonjour. Jean-Jacques Zé. Bienvenue. Merci, bonjour à Norbert, bonjour à lui, David Tombé, bonjour à Francis, bonjour à l'autre Jean-Jacques. Bonjour. Et bonjour à vous, millions d'éditeurs. L'élection qui m'a appris cette chose. Vous comprenez? On n'a pas bien compris. Allez-y. Les résultats de cette élection m'ont appris beaucoup de choses. Justement, c'est les leçons là qu'on veut partager. La première, c'est que la plupart des politiciens au Cameroun sont des jaloux. De deux, ils sont aigris. Oui. De trois, ils sont cupides. Et des quatre, ils sont médecins. La cause de la mesquinerie des acteurs politiques de l'opposition, que Cabral, deux fois aussi, et tout le reste qui ont travaillé pendant 7 ans pour trouver dans cette situation. Je vais retourner sur la question de Francis Bonga. Il est encore là. Il est là. Est-ce que la mesquinerie qu'on a observée au sein de l'opposition, pour qu'on vote quelqu'un qui a gagné le gambo comme ça, qui le permet comme ça, en saluant le président qui fait le Roma? Parce que c'est comme si on partait sur une compétition. Personne n'attendait plus fort de lui. Mais il a émerveillé tout le monde. Moi, je lui dis toutes mes félicitations, même au président Gaïen. Francis Bonga, s'il te plaît, tu es mieux introduit que moi. Est-ce que le score de 53,66% ne découle pas aussi de la mesquinerie au sein du RDPC? Bonne émission à demain. Merci, Corco Tonga. Je crois qu'on posait déjà la question, celle concernant le RDPC même. Est-ce que ce score ne veut pas dire que le RDPC a voté contre le RDPC lorsqu'on revendique? Merci, ça va? Dans les bonnes conditions maintenant? Est-ce qu'on nous écoute dans les bonnes conditions? D'accord, on espère que c'est mieux maintenant. Est-ce que ce score ne montre pas que le RDPC doit s'asseoir et se regarder dans les yeux si on revendique que 4 millions au moins de cadres, de responsables du parti, et que le président gagne avec 2 millions de voix sensiblement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus? Norbert Baudet, il y a une question en suspens qui concerne le PCRN, on va y arriver. Maintenant, est-ce que le RDPC n'a pas lâché Paul Biya? Le RDPC est plus, les lieutenants du président Paul Biya sont plus sur le terrain pour le strapontin. Jean-Jacques, après le Conseil constitutionnel hier, j'ai fait un détour au comité central. Jean-Jacques, pendant que d'autres sont en train de casser ce qu'on condamne fermement pour avoir un morceau de poisson, il y avait des agapes là-bas hier. Il y avait un balai incessant de véhicules dont le dernier coûterait dans les 80 millions, Jean-Jacques. Donc vous voyez donc que les gens sont plus... Et là, j'étais avec un ami et je lui disais, ceux qui dansent là, j'ai nommé ça la danse de la préservation des intérêts. Puisque si votre champion a perdu dans votre village, Jean-Jacques, pourquoi vous devez venir danser quand il y a les résultats globaux? Et vous voyez aujourd'hui même à travers les unes des journaux, chaque élite revendique la victoire de son arrondissement. C'est un signal. Et que même là où le président a perdu, les gens se battent à ce qu'on dise que
À Chez nous, Doumenta, au moins, c'est moi. Non, là-bas. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là-bas, c'était bien. Mais vous ne faites pas la une d'un journal, genre, même si Voilà. vous êtes concerné par les bons résultats de votre contrée. Donc, vous voyez, On a vu cela à l'ouest, où certains villages ont célébré. Parce qu'ils auraient fait un bon chiffre. Bien sûr. Mais ils oublient que, de façon globale, à l'ouest, le président Non, les gens, a perdu. Mais ils veulent envoyer leur propre message. Bien sûr, chacun veut sortir les pères du jour. Vous l'avez même vu l'autre jour, concernant même la presse camerounaise, qui disait n'avoir rien perçu pendant cette présidentielle. Vous avez vu comment la tutelle a envoyé un signal fort. Que pardon, ne venez pas me jeter la pierre, je n'ai pas eu un radis. Et on sait à qui il a adressé le message. Donc c'est exactement ce que les gens sont en train de faire avec ces résultats. Que vraiment, si dans ma région, le champion a perdu, ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai mouillé le maillot, je suis le vaillant soldat, je suis. Jean-Charles, j'ai vu hier, j'étais observateur hier au Songe du Conseil constitutionnel, et j'ai vu que dans ce gouvernement, tout le monde était loquace. J'ai vu un ministre hier, au sorti du Conseil constitutionnel, après les agapes justement, parce qu'il y avait beaucoup d'agapes là-bas hier, moi je ne me suis pas intéressé, mais j'observais qui entrait et qui sortait. Au sorti des agapes, avec quelques restes dans la bouche, a été interpellé par les confrères et consoeurs de chaîne télé. Il a commencé à dire non, je suis le départemental d'ici. Il a décliné tout son CV pendant l'interview. Donc, au lieu d'avoir le triomphe modeste, les gens se réjouissent plutôt, pas de la victoire de leur champion, mais des intérêts qu'ils vont préserver, Jean-Jacques. Des marchés publics qui vont continuer à gagner. Des belles maisons qu'ils vont construire. Des épouses qui vont encore avoir. Ainsi de suite, les enfants qui vont envoyer à l'étranger. Ça fait donc que ça n'a... Et Jean-Jacques, même dans les actes posés, c'est comme je continue de dire, que l'opinion n'est pas le sentiment que nous encourageons les casses, non. Mais regardez même au niveau des domiciles. C'est des domiciles ciblés, Jean-Jacques. Parce qu'on estime que les autres ont le gîte et le couvert et que nous tirons le diable par la queue. Donc notre condition, je prends un peu l'exemple. Regardons un peu les exemples cités dans les casses là. Nebel, Tinga. Ce n'est pas le hasard. Jean-Jacques n'a pas suivi Bonapriso. Mais il me semble que c'est un quartier où ne vit pas Norbert et Baudet. Je n'ai pas suivi Bastos. Je n'ai pas suivi Koweït City. Jean-Jacques, vous avez vu, il a porté même 3 cartons de savon sur l'épaule, de poisson sur l'épaule. Bonbons de gaz. Vous avez vu l'autre là, qui n'espérait pas un jour avoir une bouteille de gaz, en porter 3. Jean-Jacques fait un peu 12,5 kg fois 3. Mais quelqu'un arrive à porter ça comme 3 casiers. Donc, c'est un message, il faut nous condamnons. Des King Kong. Vous avez vu, et des ventres affamés, robustes. Justement, et là, je vais citer l'honorable Cabral qui, au cours d'une interview chez le confrère à l'étranger, on lui a posé la question, quel est le premier acte social qu'il va poser s'il est président de la République? Il a dit la nourriture. La nourriture. Les gars commençaient à résume tout. Après, il dit, et la conseil de dire, vendre la famille n'a pas une oreille. Et au candidat honorable Cabral de retorquer, vendre la famille même sorcier. Vendre la famille fait des choses incroyables. Bien sûr, parce que vendre la famille, si moi j'ai dit un congélateur qui a la griffe de l'entreprise. Bien sûr. Il parle avec chez lui. Si on vous dit que j'ai failli être pris pour cible, il y a un ami m'écrivait là tout à l'heure que vraiment Norbert, toi fais gaffe. Mais il fait gaffe, il vient donc vivre le reclus chez moi parce que j'ai travaillé dans une chaîne à un moment donné. Non, Jean-Jacques. Parce que les Camerounais pensent que pour avoir été au conseil constitutionnel, une caméra a balayé Norbert Bouda, côté des ministres, ils pensent déjà que nous sommes les amis. Tu es l'ami du ministre. Voilà les avantages. Voilà, voilà, il faut qu'on prenne. Donc tu étais à côté des ministres. En condamne, Jean-Jacques, tout le monde était dans le hall. Et je suis journaliste. Et partout, il y a les interviews. On était placés là. Il y en avait qui dormaient d'abord là-bas. Il y avait un ministre qui a piqué un sommeil. Et tu soufflais au creux de l'oreille de ce ministre. Non, Jean-Jacques, il faudrait que ces cris qui viennent du Cameroun profond soient écoutés. Est-ce qu'il y a des précisions? Je rappelle qu'à Batouri ce matin, les manifestants sont attaqués à la station Total de la ville. Il n'y en a pas déjà beaucoup là-bas à Batouri. Il y a une seule station, je crois, une ou deux. Et ils sont en train de ramasser toutes les bouteilles de gaz. Je vois comment les Batouri est inondé de bouteilles de gaz maintenant. Chacun va ramasser. Non, ce n'est pas ça l'objet. Même pour ceux qui ont
initier ces marches-là. J'espère qu'ils savent le sort réservé à tous ceux qui seront pris dans Mais ces puisque affaires. les caméras sont là, les images sont là. J'espère qu'ils savent le personne sort de tous. qu'il sera réservé seulement parce que tu allais prendre une bouteille. Une de gaz. Parce qu'on bouteille va de gaz. t'assimiler à beaucoup d'autres choses. On va Il ne t'appliquer. sera pas que question de la bouteille de gaz. D'accord. Il y a un Coco accord de Tonga, terrorisme au Cameroun. très rapidement. Beaucoup de personnes n'aiment pas leur vie. Coco Oui, Tonga. rapidement, pardon, Francis. J'étais en train de dire tout à l'heure, l'éclair. Vous allez voir que la plupart de ceux qui font face à l'équipe, la plupart des marchés, on leur a invité le sentiment qu'ils sont aidés. Ça veut dire que Jean-Jacques, on va passer avec votre voiture. On va dire oui, voilà les gens là. Les gens doivent répéter. Voilà. Donc, allons tout à tout. Ces gens, il faut d'abord, c'est un mauvais message. C'est un très mauvais message. Très mauvais. Ils sachent qu'avec le résultat d'hier, il est fort possible qu'au Parlement, en février, l'opposition va au RDP et prendra cette loi. Faites passer ce message. D'accord. C'est pour cela que le président Cabral Libi annonce que la priorité maintenant, c'est de regarder devant. Et devant, si on veut véritablement amorcer ou pousser au changement, il y a déjà les premiers éléments de ce changement-là. Si l'opposition parvient à avoir 35%, plus 8%, 35 de Chiroma et les autres sont dans les 8%, hein, si on associe les 1, les 0, ainsi de suite, ça veut dire qu'avec plus d'engagement, plus de présence dans les bureaux de vote, plus d'inscriptions sur les listes électorales, quelles que soient les tentatives, les idées qu'on peut avoir, avec cela, on peut avoir quelque chose. C'est Elie Lobe qui disait hier que mais si ce n'est que pour truquer, les gens là n'auraient pas accepté de truquer et donner seulement 50% à Paul Biya. Ça veut dire qu'il y a une pression qui était là. S'il fallait truquer, est-ce qu'on resterait à 50%? Mais j'ai remarqué quand même que là où le vote est surveillé de façon formelle, là-bas, le candidat sont en mordu de la poussière. Mais c'est ça qu'on demande de faire, de se mobiliser, de s'inscrire d'abord. Oui. De voter et de suivre le vote. Parce que ceux qui marchent là aujourd'hui, qui ramassent les maqueros, je ne suis pas sûr qu'ils ont... Ils profitent de la foule, ils Non. profitent de la pluie. Ah, ils gâtent Pour mener leur le torrent. Maintenant, trop facilement, l'engagement de la marche va être banalisé. Oui. Parce que tout ce qu'on retiendra de ces images... C'est que les gars ont mis à sac les Allez stations-service, les quelques poissonneries, kilos les de riz. boulangeries et même les boutiques. Francis Bonga, sur la question qui reste pendante, je crois que David Lové, lui, veut des explications. Laquelle Ces soupçons Non. de gloutonnerie financière. Non, écoutez, pense que ça a été écoutez clair. très bien. Oui, Écoutez très bien. allez-y, Francis. Vous n'allez pas jouer au jeu de ceux qui n'ont généralement rien à faire, qui sont assis dans leur chambre avec un téléphone Avec en le main clavier. et qui racontent Tout et n'importe quoi. le fruit de leur imagination. Non, ce n'est pas possible du tout. Le problème, c'est que, vous savez, beaucoup de personnes regardent le président Cabral à la télé. On ne le connaît pas, c'est-à-dire les gens ne le connaissent pas. En 2018, vous avez raconté tout et en même temps rien. Oh, Cabral passe le temps à vous le dire, l'a dit à Mondovision, qu'il a même refusé, non seulement de l'argent du frais, il a refusé, de même qu'il a refusé des propositions pour entrer dans le gouvernement. Il a dit pendant toute la campagne, le rappelait. Alors, je ne sais donc pas comment quelqu'un peut être si clairvoyant, si honnête vis-à-vis des gens, et les gens passent le temps à vouloir lui... Le jour, il faut savoir que le jour où le président Cabral va juger qu'il est bon, pas de pactiser, parce que pactiser pour moi c'est un très gros mot, mais d'entrer par exemple dans le gouvernement, parce que peut-être parce qu'il estime qu'il peut, parce que Cabral, il a d'ailleurs dit pendant la campagne, que si on me propose une entrée au gouvernement, je vais poser mes préalables. Oui. Je prends un exemple banal. On lui demande d'entrer au ministère des Travaux publics. Il va poser ses conditions. Pour que, genre, mon budget, je dois avoir accès sans avoir besoin d'une signature qui viendrait de temps machin. Pour qu'on me laisse, par exemple, travailler. Voyez-vous? Alors, le jour qu'il va falloir le faire, il va le faire. Il va rendre compte au peuple en disant que j'assume cette posture. Il n'a pas besoin de passer votre argent qui circule là. On peut mettre l'argent là-haut. Parce qu'on dit on a pris là-bas, on a pris là-bas, on a pris là-bas. Monsieur Libi n'a pas besoin de cela. Monsieur Francis Bonga. Non, permettez que là jusqu'au bout. Écoutez, il n'a pas besoin de cela. Maintenant, ceux qui sont libres, n'est-ce pas, vous l'appelez le pion du régime depuis 2018. Mais un pion du régime qui est sur le régime avec les armes en main tous les jours. Je ne sais pas quel ministère a échappé à la virulence
du PCRN Vous pouvez le pendant, retirer le micro à l'Assemblée nationale. pendant les 7 dernières années. Je ne sais pas quel ministère a échappé à sa virulence, mais je suis quand même surpris que quelqu'un se comporte comme cela, mais on lui prête quand même des choses du genre, non, il prend la nuit. Moi, tu prends mon argent la nuit, tu me suis en journée, je te trahis en journée, une fois. Alors donc, ceux qui prend l'argent la nuit acceptent qu'ils viennent les ridiculiser en journée. Non, arrêtons ça. Vraiment que les gens soient un peu sérieux et que les gens aient un peu de grandeur. D'accord. Alors, ça dévoile du désintérêt que nous avons de la politique, car dépassé par la démagogie, les fausses promesses, les discours pompeux et discursifs. Bref, on parle là de politique, politique signifiant mensonge. Ah, d'accord. Politique. Politique. Ça détonne. Le peuple se concentre dans l'abstention en attendant retrouver des meilleurs sentiments. Cyril Fouet-Fouesson, merci beaucoup pour ce message. Hubert Volo, bonjour. Très mauvais travail de l'ECAM pour justifier un peu certains de ces chiffres qui ne toilettent pas le fichier de manière efficace. Oui, parce qu'on a encore retrouvé beaucoup de morts sur les listes électorales. L'ignorance des électeurs qui ignorent qu'on transfère les inscriptions en cas de changement de localité ou de ville. Il faut former les électeurs. Et enfin, le désaccord parfait avec les candidats en lice. À défaut d'exprimer le bulletin nul, d'aucuns ont décidé de ne pas voter. Tout simplement, c'est dit, c'est clair là-dessus. Cette semaine, on sera en pleine série. Voici ça, les images. Non, le pomme voit dans le chargement. Dans le chargement, là, c'est les sacs de riz. Oui, les sacs de riz. C'est le poisson pomme. Non, le manquait en On va manger le riz avec quoi? On a le gaz, on a le sac de riz, on a le pain, on a l'huile, on a les assaisonnements qu'il faut. Moi, j'ai vu quelqu'un courir avec le coq. Et puis la fille qui filmait, elle dit, qui est le coq a fait quoi? Le coq a fait quoi? Le gars tire son quartier avec le coq. Non, n'affichons pas également ces rigueurs-là, cette mentalité. Mais on sait également que il y a un indice qu'il faut lire derrière cette mobilisation, c'est qu'il y a un taux de chômage assez élevé, parce que si on est occupé, on n'a pas le temps de jouer au bado, on n'a pas le temps d'assurer. Donc il faut pouvoir lire tout cela. Je me souviens en 2008, c'est feu Charles Ateba et qui disait, mais Jean-Jacques, il y a une des lectures que tu n'as pas faite. Est-ce que tu as observé que quand les rues étaient bloquées à Nubel, qu'est-ce que les jeunes ont fait? Ils ont mis 2 parpaings par-ci, 2 parpaings par-là, ils ont joué au football. Ça veut dire qu'il manque même les espaces de jeu dans ce pays. Et quand tu fais le cliché de nos villes, il n'y en a pas. Les jeunes veulent jouer où? Ils vont s'amuser où? C'est jouer au Paris foot, c'est compliqué, oui, aller jouer au Djambo, fumer le banga, parce qu'il n'y a même pas les aires de jeu dans nos localités pour occuper même sportivement les jeunes. Je viens de voir les jeunes jouer à 2h du matin en N'Djamena, parce qu'on a construit les petits stades de proximité dans la capitale tchadienne, avec le gazon synthétique, bien éclairé. Ils jouent à 1h, 2h du matin, on sort de boîte de nuit, les gens jouent au football. Il dit, mais c'est la magie. Il dit, oui, on a construit les petits stades de proximité pour un peu éloigner le jeune Tchadien de ceux qui l'animaient hier. La violence à tout prix, la guérilla, ils veulent tout. Maintenant, ils jouent dans la ville. Mais à Yaoundé, tu vas jouer où? Si tu veux jouer même. Tu vas jouer où? Si tu ne joues pas au bar, si tu ne joues pas au gay, si tu ne joues pas au tapé, l'ampoule rouge, il faut se dire les vérités. Tu peux être protecteur des filles de joie et bénéficier des... C'est une activité. Donc la seule distraction, c'est le bar. Se ruiner. Et tout ce qu'on peut imaginer, les pays pensent à autre chose. Le parcours vite, même tu parles, avant il n'y a pas la lumière, tu as peur même qu'on t'agresse. C'est-à-dire que vraiment, même les installations commencent à se dégrader tous les jours. Il n'y a pas une vie qui permette d'oublier que vraiment on a beaucoup de difficultés dans la vie. On va un peu s'amuser. Si vous voulez vous amuser, Nobé et moi qui n'allons pas beaucoup dans ces coins-là, les ampoules rouges. Non, vous restez à la maison, vous regardez la télé. Regardez la télé. Si vous avez la chance d'avoir... Si tu peux payer. Non, si vous avez le Djambo de quoi? Si vous avez cotisé chez Bolloré. Parce que encore qu'il faut cotiser chez Bolloré, et Issa Chiroma ne nous a pas dit ce qu'il a fait la TNT. Il ne nous a pas dit. Il ne nous a pas dit pourquoi est-ce qu'on paye chez le blanc pour regarder la télé du noir. La télé qui nous appartient. Pour regarder ta propre télé, tu peux payer ailleurs. Donc même quand tu veux regarder la télé à la maison, assure-toi que tu as même d'abord payé pour la regarder. Et que tu as d'abord une Néo. Vous oubliez chaque week-end, Jean-Jacques. Et Léo a peur de l'eau.